J'appelle Monsieur Philippe Gras pour l'appui aérien dont l'échec était, semble-t-il, prévisible. Bonjour, bonjour messieurs, dames, vous m'entendez bien? Parfait, c'est déjà une bonne chose. Donc moi je suis Philippe Gras, je suis donc spécialiste, je ne sais pas, mais en tout cas je travaille sur l'aviation et l'armée de l'air en Indochine depuis très longtemps. Et donc je suis là pour avoir le mauvais rôle aujourd'hui, c'est-à-dire parler de l'appui aérien et à minima de l'aviation. Alors, ce sujet est pourtant très intéressant. Pourquoi ? Parce que l'aviation en Indochine est structurellement faible. Structurellement faible. Donc voilà, mais l'important à voir pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est que ce sujet de la RC4, bien évidemment dont nous allons parler, pour l'aviation, c'est la fin d'un cycle. Le premier cycle qui se termine là, c'est en gros 1945-1950, avec une aviation faite de briques et de broc, parce que, comme il a été dit dans les premières interventions, la France n'a pas beaucoup de moyens et surtout n'a pas beaucoup d'envie d'armer son aviation d'Indochine, ni même son corps expéditionnaire. Et la deuxième partie de cette guerre, c'est l'aide américaine qui va arriver à partir de la fin 50, du début 1951, et qui va changer la donne. Est-ce que ça va suffire à sauver l'Indochine française? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien, et on va le voir avec cette histoire de la RC4, qu'il y a bien deux parties, et que la RC4 arrive en fin de cette première partie avec un matériel ancien. Donc, je vous repositionne la carte que vous avez déjà dû voir plusieurs fois, mais je vous la remets parce qu'elle est importante. La RC4, bien évidemment, le long de la frontière de Chine, qui va de Caobang au Delta, avec les postes que nous connaissons bien maintenant, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, Dongke, Tatke, Caobang. La RC3, qui descend de l'autre côté, et en bas, ce qu'on appelle le delta utile, en tout cas en termes militaires. En termes aéronautiques, on peut dire que les grandes bases militaires, les deux grandes bases françaises, sont dans ce delta utile. Vous avez la base de Bac Mai, qui est du côté de Hanoï, et la base de Cát Bi, qui est à Haiphong. Sur les autres, il n'y a pas de terrain. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une bande de terre, vous n'avez pas d'infrastructure, vous n'avez pas d'installation, et les avions essayent de se poser pour ravitailler, pour enlever des blessés, mais ce sont des choses très rudimentaires. Les deux grandes bases sont dans le delta. Et par rapport à cette histoire de RC4, il y a bien évidemment le fait de savoir est-ce que le Tonkin, est-ce que le nord du pays doit être gardé français ou est-ce qu'il doit être évacué. Le général Carpentier, que je vous présente, va lui aussi avoir le mauvais rôle, comme moi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va faire. Mais effectivement, il est en désaccord avec le commandant au Tonkin, le général Alessandri, ça a été évoqué, et plus globalement, il est aussi dans cette incertitude du rapport Revers. Le général Revers qui avait fait un rapport en 1949 très intéressant, qui a été rendu célèbre ce rapport pour de mauvaises raisons, et donc qui n'a globalement pas été appliqué. Mais lui qui disait, est-ce que le Tonkin doit être évacué car indéfendable militairement, oui ou non, et lui pensait plutôt que oui. Ça n'a pas été fait en 1949, ça sera finalement décidé dans l'urgence en 1950. Donc face au général Carpentier, le commandant de l'armée de l'air française d'Indochine s'appelle le général Hartmann, et il faut savoir qu'en Indochine, l'armée de l'air est adaptée à l'armée de terre. Ça s'appelle l'adaptation. Et qu'est-ce que l'adaptation? C'est qu'en réalité, l'armée de l'air, l'aviation, fait ce que lui demande l'armée de terre. Elle n'a aucun pouvoir d'autonomie, aucun pouvoir de décision. Donc, tout ça va générer des conflits, tout ça va générer des grosses problématiques, parce que moi, pour l'avoir étudié beaucoup, je sais que l'armée de l'air a souvent tiré la sonnette d'alarme sur différents sujets, et notamment sur celui du ravitaillement des postes de la RC4. Donc le général Revers, général Alessandri et ces deux personnages. Donc on va traiter très rapidement les sujets suivants. D'abord, qu'est-ce que l'armée de l'air?
De quoi est-elle composée? De quels avions et de quelle capacité? Deuxièmement, la protection des convois, puisque l'armée de l'air participe, comme elle le peut aussi, à la protection des convois, pas toujours. Troisièmement, l'alerte de Donkey, qui est un élément extrêmement important et qui, à mon sens, n'a pas été pris en compte, comme d'autres. Quatrièmement, la RC4, bien évidemment, l'échec prévisible de l'aviation. Et cinquièmement, des conclusions, parce que c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce que tout ça va donner. Donc, on est ici, pour terminer, sur la RC4 vue des airs, et vous voyez bien que cette haute région, ce Tonkin, ces 100 000 km² sont constitués de cette jungle-là. Vous avez des vallées avec des routes qui passent, les routes coloniales 3 et 4, mais majoritairement, vous avez des montagnes et des choses extrêmement boisées. Donc militairement, c'est compliqué, et pour l'aviation aussi. Donc l'armée de l'air en 1949-1950, qu'est-ce que c'est? C'est un composite extrêmement faible. D'abord, c'est une escadre de chasse, une escadre, c'est-à-dire 2 escadrilles, environ 30 avions, sur P-63 King Cobra. Donc le P-63, c'est le seul avion américain qui, à l'époque, était en Indochine. Alors vous allez dire, tant mieux. Oui, tant mieux, mais c'est parce qu'il a été refusé par les États-Unis. À l'époque, les États-Unis, comme ça a été dit précédemment, n'aidaient pas le corps expéditionnaire. Le réveil américain, le basculement américain va avoir lieu un peu plus tard. Donc le P-63 est dans l'armée de l'air française parce que les États-Unis n'en voulaient pas. Et il reste un reliquat de chasseurs Spitfire 9, qui sont des vieux avions, qui sont des bons avions, mais des vieux appareils, et qui, en 1949, sont complètement usés. Donc le P-63, c'est cet avion-là que je vous montre. Donc c'est un avion relativement performant, qui a la spécificité d'avoir un moteur placé à l'arrière. C'est aussi pour ça qu'il a été refusé, parce qu'il vibrait énormément, mais qui lui permet d'emmener un gros armement dans le nez. C'est pour ça qu'il était intéressant. Le Spitfire 9, c'est l'avion de la Seconde Guerre. Hein, c'est un très bon avion, mais qui est usé jusqu'à la corde, et qui pourtant, faute de mieux, va encore être utilisé en Indochine aux couleurs françaises jusqu'en 1950. Et vous avez 2 groupes de transport, donc une quarantaine d'appareils, un sur C-47 Dakota, donc l'avion américain plutôt moderne pour l'époque, et un sur Ju-52, donc le Junker 52 qu'on appelle Toucan, mais c'est quand même l'avion allemand, qui a été soit récupéré, soit reconstruit après-guerre, et la France emmène des Toucans en Indochine parce qu'on n'a rien d'autre. Donc c'est toujours le même Junker 52 que l'on voit là et qu'on appelle Toucan. Et enfin, l'aviation en Indochine, c'est quelques avions légers, comme des Morane 500. Le Morane 500, en fait, n'est pas un avion français, c'est aussi un avion allemand. En fait, c'est le Fiedler Storch allemand, à nouveau récupéré et utilisé par la France. Vous voyez, comme on peut le voir, c'est une aviation faible, composée d'avions anciens et majoritairement allemands. Et enfin, en termes d'organisation, il faut savoir que l'armée de l'air est divisée en 3 zones d'opération, qu'on appelle des GATAC, des groupements aériens tactiques. Vous avez un groupement au sud, un groupement au centre, un groupement au nord. Ce qui veut dire qu'en fait, l'armée de l'air est répartie entre ces trois zones. Et donc au nord Tonkin, en fait, il n'y a qu'un tiers de ces effectifs-là. Toute l'armée de l'air n'est pas acheminée au Tonkin et elle ne le sera pas. Alors, les capacités, les caractéristiques de ces différents appareils très rapidement. Le Spitfire 9, c'est un intercepteur, c'est un avion, il possède 2 canons de 20 mm, ce qui est plutôt une bonne arme, mais il a 15 secondes de feu. 15 secondes de feu, c'est très faible. Donc soit les avions doivent faire plusieurs passes de tir, soit ils doivent revenir une deuxième fois, etc. Et ils peuvent emmener des bombes sous les ailes. Alors, de manière très technique, je vous montre, vous avez ici des bombes sous les ailes d'un Spitfire. C'est plutôt intéressant parce que c'est un chasseur qui a été transformé en chasseur bombardier. Mais il n'a pas de capacité de visée. Le pilote français Pierre Klostermann, qui avait fait de la chasse bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, disait qu'en gros, avec de l'entraînement, on était sur un rayon de 50 mètres.
50 mètres, c'est quand même beaucoup, d'autant plus que Pierre Klosterman est quand même un pilote assez expérimenté. En gros, il n'y a pas de système adapté, ce qui veut dire que l'appui au sol avec ce type d'appareil est extrêmement compliqué, surtout en situation de jungle. Le P-63 King Cobra, je vous disais, il est plus moderne, il va plus vite, bien évidemment, et il a ce fameux canon de 37 mm dans le nez qui lui permet une puissance de feu. Il peut également emmener des bombes. Donc on voit ici un P-63 King Cobra qui est un avion tricycle. Donc c'est aussi un des rares avions à avoir trois roues, et c'est un avion qui a une portière, comme les voitures. On voit ici que le moteur est situé à l'arrière. Donc effectivement, le P-63 est un bon avion, mais il chauffait beaucoup. Et enfin, les Morane 500, Cricket, ex-Fizzler-Stork, qui sont des bons avions, qui sont des petits avions qui sont utilisés pour toutes sortes de choses, pour de la liaison, ici pour de l'observation. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en zone nord, que ces avions-là ne sont pas armés. Donc on fait toujours avec ce qu'on a. Donc voici un Fizzler-Stork, renommé Morane 500 Cricket. Et enfin, le seul avion qui pourrait effectivement être utilisable à bon escient sur la RC4, c'est le PBY Catalina que nous voyons ici. Donc c'est à la base un patrouilleur maritime. Ce sont par exemple des Catalina qui ont trouvé la flotte japonaise à Midway, parce qu'ils ont une capacité de vol très importante. Et donc, pour protéger les convois, ces avions-là, les Catalina, qui peuvent être armés, auraient été des avions idoines, mais il y en a très peu en Indochine, et ils sont déjà utilisés à différentes missions. Celui-ci, d'ailleurs, est l'avion personnel de l'amiral Obuano, et donc il lui est réservé. La deuxième partie, parce que je suis déjà à la moitié, la protection des convois. Eh bien, l'armée de l'air a en charge la protection des convois sur la RC4 en 1949, parce que de tout temps, depuis le début de la guerre, et de plus en plus, la RC4 n'est absolument pas sûre, et des embuscades se produisent régulièrement. Et donc, l'armée de l'air doit protéger les convois sur la RC4. Mais, en raison de la faiblesse dont je vous ai parlé, il est hors de question que l'armée de l'air puisse intervenir tout le temps. Et donc 18 points de fragilité ont été identifiés sur lesquels les Morane doivent voler en priorité. C'est relativement problématique, mais l'armée de l'air ne peut pas faire autrement. Donc on voit ici un convoi sur la RC4 dans ce qui pourrait être un de ces lieux de fragilité à surveiller par l'armée de l'air. La situation se tend tellement et les embuscades sont de plus en plus importantes que l'armée de l'air lance un dispositif de protection permanent. Alors, sur la RC4. Alors, qu'est-ce que c'est que la protection permanente? En fait, ce n'est pas du tout le fait que tous les convois soient protégés, mais c'est que l'armée de l'air détache ses 5 derniers Spitfire à Langson, spécialement sur la protection des convois. Et dans un dispositif relativement spécial, mais pas très efficace. C'est-à-dire que, comme je vous le présente ici, le Morane 500, qui lui a des capacités de vol plus importantes, est à même de prévenir la chasse lorsqu'une embuscade survient. Seulement, les moyens radio ne sont pas directs. Le Morane peut communiquer avec le sol, mais pas avec les Spits. Les Spits ne peuvent pas communiquer avec le sol. Vous voyez, on est dans des difficultés techniques insurmontables. Et au final, l'intervention des Spitfire se fait lorsqu'ils sont disponibles, bien évidemment. On en a 5 en théorie. En gros, il y en a toujours la moitié. Les autres ne sont pas disponibles. Donc les Spits interviennent lorsque le relais a été fait soit par Cobank, soit par Langson, et que le détachement chasse peut décoller après avoir été armé. Tout ça est très compliqué, tout ça est très long, et l'embuscade a largement eu le temps d'avoir lieu, mais l'armée de l'air ne peut pas faire autrement parce qu'elle n'a pas d'autres moyens. Donc je vous montre ça. Donc le Morane 500, qui a, lui, capacité de vol, lorsqu'une embuscade se produit via le réseau terre, prévient les Spitfire qui lancent une patrouille. On est dans une complexité folle,
Et en fait, on voit bien que là, les différences de matériel, les différences de techniques font qu'on n'est pas du tout efficace pour l'appui lorsqu'il y a une embuscade. Malgré tout, on voit que l'armée de l'air effectue quand même plus de 300 heures de vol en protection des convois. Cependant, un point important, c'est celui de la météo. Ces avions-là, qui sont des avions anciens, ont absolument besoin d'avoir une météo claire. Ces avions-là, que ce soit les Spitfire, que ce soit les Junkers, ne peuvent pas intervenir par météo bouchée. Or, la météo de la haute région est souvent mauvaise. On est sorti de la saison des pluies, pratiquement, au moment de la RC4, mais la météo est souvent mauvaise avec des nuages bas. Les avions ne peuvent pas décoller si la couche nuageuse est trop basse. Donc, je vous montre ici une illustration d'un Morane qui survole un convoi. Alors, les carences de l'armée de l'air. Les carences de l'armée de l'air, telles que je vous les ai présentées, donc il y a une absence de reconnaissance aérienne, et notamment sur la RC4. C'est-à-dire que la RC4 n'a pas été photographiée à tous les endroits par des unités spécialisées qui permettraient de faciliter l'intervention chasse. Lorsque des avions décollent, hasard. Une absence de système de guidage. Les avions ne sont pas guidés depuis le sol, parce qu'il n'y a pas de radar en Indochine pour les appareils, et une absence de système de visée, comme je vous l'ai dit. Les avions peuvent, lorsqu'ils font du strafing avec leurs armes de bord, leurs canons, ils ont leur viseur. Mais lorsqu'ils larguent des bombes, là, ça se fait vraiment au petit bonheur. Donc voilà, donc il n'y a pas une aviation adaptée, les moyens sont anciens, et c'est très difficile de faire intervenir ces avions-là sur des zones aussi compliquées que celle-ci. Je vous montre, je vous fais une illustration d'une intervention en haute région. On voit ici la haute région, on est un peu au-dessus de Tatke, depuis l'aile d'un Junker 52 qui ravitaille. Donc on voit un chasseur en bas ici qui descend. La même photo, quelques secondes plus tard, le chasseur dont je vous parlais est là, et un deuxième va faire une passe ici. Pas de système de guidé, pas de système de guidage. A priori, la passe n'a pas été effective, donc voilà. Mais en tout cas, la situation réelle, c'est celle-ci. Et surtout la météo, comme je vous l'ai dit. Le colonel Mante, le patron du Gatac Nord, dit on protégera les convois, et donc l'armée de l'air peut intervenir sur la RC4 si la météo le permet. Si elle ne le permet pas, on ne le fera pas. Il propose des choses irréalistes et des choses réalistes. Il propose de traiter la zone. Alors, ça paraît aberrant, traiter la zone, en fait, c'est défolier. Hein. Enfin, ça paraît aberrant parce que l'armée de l'air n'a pas les moyens de le faire, n'a pas les bombes et n'a pas le napalm. Et puis en plus, parce qu'on n'est jamais sûr, à l'époque, mais on le saura après avec Dien Bien Phu, que détruire une zone, détruire une partie de la RC4 ne permettrait pas aux Viet Minh de la reconstituer quelques jours après. Donc ça, effectivement, c'est utopique. Et surtout, le colonel Mante, mais comme d'autres, vont proposer de simplifier les systèmes de communication. La mauvaise communication, elle est patente à tous les niveaux, entre l'armée de l'air et l'armée de terre, au niveau des états-majors, mais également au niveau technique. On ne peut pas communiquer directement avec les appareils. Alors, l'alerte de Don Quai. L'alerte de Don Quai qui a été évoquée tout à l'heure, qui est extrêmement importante pour l'armée de l'air. Je reprends ma carte de tout à l'heure. Effectivement, Don Quai, c'est ce poste qui est à mi-chemin et qui est pris par le Viet Minh en 1950. Les P-63, puisque là, effectivement, on est sur la 5e escadre, les P-63 Air Cobra interviennent. Un bataillon est largué, un bataillon parachutiste, mais les P-63, de l'aveu même des pilotes, interviennent au jugé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'indication préalable et ils ont assez peu d'indications au sol. Le système d'indication, en l'absence de liaison radio, c'est le panotage. C'est-à-dire que les troupes au sol mettent des panneaux de couleurs
dont les codes sont changés régulièrement pour faciliter les choses, et les avions interviennent par rapport à ces codes de panneaux. C'est très compliqué. Donc ici, on voit le bataillon qui est préparé avec les Junker 52. Un tabord, puisqu'il y a une colonne qui les suit, un tabord est bloqué. Alors moi, j'ai mis le 10e tabord, c'est pas grave, et ils sont bloqués, et l'intervention des P-63, pour les sauver, se fait autour d'eux, même relativement proche d'eux, et l'intervention se passe bien, cette fois-ci, puisque tabord et parachutistes qui sont bloqués aux alentours de Donquet réussiront à rejoindre le poste. Mais seulement, pourquoi est-ce que je parlais d'alerte? C'est parce que si le poste a été repris par les parachutistes, 28 avions ont été touchés par la DCA Viet Minh. C'est la première fois qu'on entend parler de DCA Viet Minh. Première fois. Et ça, c'est une alerte. Parce que si les avions aujourd'hui ne peuvent plus intervenir sans être touchés, on peut pressentir qu'il y aura des difficultés. Il a été dit tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai, qu'à partir de cette affaire de la RC-4, le Viet Minh a des canons. On n'imaginait pas que le Viet Minh avait des canons. Donc c'est difficile de penser qu'à Dien Bien Phu, il n'en avait pas. Mais en tout cas, 28 avions ont été touchés par la DCA Viet Minh. Le général Hartemann, le commandant de l'air, lui aussi veut réformer les choses. Il veut que des travaux soient faits et qu'on puisse simplifier les méthodes. Mais Donquet est repris par le Viet Minh au mois de septembre, définitivement, et là, la RC-4 est coupée. Pourtant, l'opération, comme il a été dit, va se faire. Alors, le plan est extrêmement complexe, comme on l'a vu. Vous avez une colonne qui doit descendre, qui doit rejoindre la colonne montante. Les deux colonnes, appuyées par les parachutistes, doivent reprendre le poste de Donquet et faire redescendre tout le monde. On voit d'ailleurs sur cette carte-là qu'à gauche, vous avez les calcaires de Coxa, où finalement vont aller les deux colonnes, et à droite, vous avez les montants du Nakeo, où vont être bloqués les tabords. L'opération Phoque, dont il a été dit un mot tout à l'heure, est destinée à créer une diversion sur la RC-3 pour faire penser aux Viet Minh qu'on va évacuer par cette route coloniale. En fait, l'opération Phoque n'a servi strictement à rien. Ils n'ont trouvé rien que du vide, puisque le Viet Minh n'était pas là, et l'opération aérienne n'a même pas pu se faire à cause du mauvais temps. Donc on voit ici la préparation. Et lorsque le temps le permet, eh bien, les Ju-52 évacuent les blessés, comme on le voit, mais très très peu, et les P-63 sont positionnés à Langson pour pouvoir intervenir au plus près. Au passage, on voit que le terrain de Langson est extrêmement rudimentaire. Le 13, tout est fini, hélas. Les deux colonnes ont été anéanties par entre 20 et 30 bataillons Viet Minh, effectivement. Quelques rares survivants vont réussir à redescendre, ou d'ailleurs ils vont assister à l'évacuation de Langson sans aucun combat et en laissant du nombreux matériel. Donc effectivement, au niveau aérien ou au niveau terrestre, c'est une tragédie. Je vous donne quelques exemples d'utilisation de l'aviation difficile. Le 1er octobre, les P-63 interviennent au profit d'un tabord accroché justement sur le Nakeo. Le problème, c'est que la visibilité est mauvaise, le panotage est mauvais selon les pilotes, et les P-63 strafent les goumiers. Donc il y a des blessés, il y a des morts, et il y a des incompréhensions. Le ravitaillement. Le temps étant extrêmement mauvais, et le ravitaillement se faisant comme ça, par la portière, eh bien, lorsque les commandants demandent des ravitaillements, ils sont faits ou pas faits, ou alors les largages se font au jugé. Toute une partie du ravitaillement par parachutage ne peut pas se faire à cause de la météo. Cette défaite, elle entraîne la panique, puisque les différents postes vont être évacués. Langson, le grand poste du bas de la RC-4, est évacué sans combat, sans même que le Viet Minh soit présent. Donc ici, on voit Cao Bang, et d'importants stocks sont laissés sur place que le Viet Minh va réutiliser.
L'aviation essaiera de détruire les stocks. Elle réussira un peu, mais on va quand même, nous, corps expéditionnaires, abandonner énormément de matériel au Viet Minh avec cette retraite précipitée. Alors, j'ai juste 2 planches et j'ai terminé. La mise en cause. Alors, cette défaite de la RC4, elle est quand même importante parce qu'il y a une mise en cause. Le commandement de l'air, le général Hartmann, avait dit que l'armée de l'air ne pouvait pas soutenir, avec ses faibles moyens, elle ne peut pas soutenir une retraite sur la RC4. Elle avait d'ailleurs proposé une évacuation par les airs, ce qui nous a été présenté avant, qui a été refusé. Je vous remontre la photo. Ça, ce type de choses, ça paraît impossible. Et celle-ci, où on voit un Ju-52, cet avion allemand ancien, qui largue des bombes parce qu'ils étaient aussi utilisés comme bombardiers, tellement l'armée de l'air n'avait rien. Les conséquences de cette défaite, elles dépassent complètement le cadre de l'Indochine pour devenir un problème politique, puisqu'elle est évoquée à l'Assemblée. Le gouvernement Pleven, en gros, dit « c'est pas de ma faute », c'est l'aide au Viet Minh, qui est évidente, l'aide au Viet Minh sur la RC4, et l'absence de l'aviation. Mais un certain nombre de députés, et j'ai étudié tous ces débats-là, disent qu'en fait, il faut une aviation performante pour que la RC4, du point de vue aérien, ne se fasse plus. Et un autre député dit il faut absolument que nous donnions à nos combattants une aviation efficace de manière à ce que ça ne se reproduise pas. Alors, en conclusion, les critiques, la défaite, le positionnement américain qui va changer complètement sa vision par rapport à l'Indochine, amène plusieurs conséquences. Ça amène la conséquence à Noël 1950 de l'envoi d'un nouveau commandant en chef, général Delatte de Tassigny, bien évidemment, et ça nous amène à l'envoi par les Américains de matériel moderne. À partir de 1951, la France reçoit 4 escadrons de chasseurs-bombardiers Bearcat, que nous voyons ici, avions extrêmement puissants, trop parfois, mais très puissants, très modernes, et qui peut emporter des bombes et du napalm. Le général Delattre va abondamment utiliser l'aviation napalm. Aussi, les Bearcat vont créer une unité spéciale que l'on voit ici, une unité de reconnaissance photo. Enfin, à partir de 1952, l'Indochine va pouvoir disposer d'une unité de reconnaissance photo, ce qui n'existait pas avant. Et enfin, 2 escadrons de bombardiers légers, les B-26 Invader, qui sont aussi des bons. Ce sont des appareils modernes. On voit ici un appareil avec un nez plein, 8 mitrailleuses dans le nez, capacité d'emport de roquettes, de bombes, avions solides et performants. Et vous avez aussi des avions qui sont à nez vitré, ces Invader, et disposant d'un appareil de photo. Donc voilà, donc à partir de 1951, l'Indochine est le symbole, pour une fois, du renouveau du bombardement français. Est-ce que ça va suffire à inverser le cours de la guerre? Je ne sais pas, mais en tout cas, les milliers de morts de la RC4 auront peut-être permis à ce qu'on prenne conscience de ce déficit aérien sur la RC4. Merci beaucoup. 2 questions concernant l'aviation. Le général Navarre a dit que la principale cause de la chute de Dien Bien Phu était due à l'aviation. Qu'en pensez-vous? Oui, alors, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas vrai, mais plus globalement, l'aviation en 1953-1954, au moment de Dien Bien Phu, c'était le sujet qu'on avait traité l'année dernière, est une aviation qui a été totalement américanisée, avec des moyens modernes et avec des avions performants. Je vous ai parlé des Bearcat, il y a aussi eu des avions de transport plus performants. Cependant, le problème n'est pas tant celui de la responsabilité de l'aviation à Dien Bien Phu que de l'éloignement de la base. C'est-à-dire qu'encore une fois, il a été demandé à Dien Bien Phu de ravitailler cette base de Dien Bien Phu par les airs en apportant tous les jours de 80 à 100 tonnes de matériel, qui fasse beau, qui fasse pas beau. Et si l'armée de l'air a été capable de le faire dans la première partie de la bataille, en gros jusqu'à la première semaine de bataille fin mars, il n'était absolument pas prévu à Dien Bien Phu
que la piste soit coupée, ce qui a été le cas à partir du 17 mars. Les avions ne pouvaient plus se poser avec la piste coupée, que le Viet Minh dispose d'ECA performantes. C'est-à-dire que les avions étaient touchés, les avions de transport étaient touchés dans le circuit. Donc ça, c'était quasiment impossible parce qu'ils étaient à faible vitesse. Et troisièmement, le Viet Minh à Dien Bien Phu disposait d'une artillerie lourde qui pilonnait la piste. Et lorsque la piste est pilonnée, les transports ne peuvent plus se poser, d'autant que le détachement de chasse à Dien Bien Phu, le petit détachement de chasse, a aussi subi l'artillerie Viet Minh et a dû décoller. Donc effectivement, le contrat qui avait été fait de ravitailler tous les jours, après la première semaine de bataille à Dien Bien Phu, il n'existait plus, il n'y avait plus que le parachutage. Deuxième question rapide. Le général commandant l'aviation, c'est des bruits qui couraient à l'hôpital d'Hanoï en janvier 1954. Le général commandant l'aviation est allé trouver Navarre et lui a dit il fait beau, j'ai du potentiel, j'organise un pont aérien et je sors tout le monde de la cuvette. Était-ce possible par l'aviation, ça? Alors oui, non seulement c'était possible, mais c'était vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il a vraiment, le général Lauzun a vraiment proposé l'évacuation parce qu'il sentait bien que ça allait être difficile. Donc il a proposé de refaire ce qui s'était passé à Nassan, c'est-à-dire d'évacuer la garnison sous quelques jours en mobilisant l'ensemble de l'aviation de transport. Ça a été refusé parce que le commandement en chef voulait conserver cette base, parce que la base de Dien Bien Phu, qui était une base aéroterrestre, c'était une base aéroterrestre, elle était considérée comme ça, et puis parce qu'il y avait un enjeu politique très fort. La conférence de Genève allait s'ouvrir bientôt, et il fallait absolument une victoire à la France. Et dernière chose, pour vous répondre, si on avait évacué les hommes, ça aurait été difficile, à mon sens, de refaire le coup de Nassan, le coup de la surprise, premièrement, et deuxièmement, on aurait laissé au Viet Minh tout le matériel lourd. Puisqu'effectivement, vous aviez des canons, dont des 155, vous aviez des blindés. Si on avait voulu évacuer rapidement les hommes, ce qui aurait été techniquement possible en allant vite, y compris de nuit, on aurait laissé au Viet Minh tout le matériel.